View lobby. Je crois qu'on doit accepter. Ouais, hmm, je vais accepter. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. 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 Allô? Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. On va attendre 18h30, une minute. Dans une minute, là, on va voir si d'autres personnes se joignent. Alors, on va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Ah, ok. Je vois que d'autres personnes se joignent. Oui, parfait. Donc, bonjour tout le monde, je suis Christelle Jacodona, la formation en ligne, et merci d'être là ce soir pour notre webinaire en aménagement d'intérieur présenté par Naëd Gachem, qui est designer d'intérieur, qui est aussi tutrice à la formation en ligne du Collège La Salle et qui va vous présenter le webinaire sur les 5 erreurs qui ruinent un projet de design d'intérieur. Donc, Naëd, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par présenter le webinaire, comme Christelle a dit. Donc, c'est les 5. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les 5 erreurs qui ruinent un projet de design intérieur. Donc, pardon, je vois plus mon écran. Ok. Donc, ce sera une séance de 50 minutes. Tout au long, on va voir des schémas, des sujets à propos des 5 erreurs et aussi je poserai quelques questions. Comme ça me ferait plaisir si vous répondez par chat et moi, je peux lire vos réponses. Donc, pour commencer, on pense souvent qu'un projet de design intérieur échoue à cause du budget ou du goût, mais en réalité, c'est les vraies erreurs commencent bien avant d'entamer en fait les sujets de goût ou de budget. Donc là, selon vous, une petite question pour démarrer notre webinaire ce soir. Selon vous, qu'est-ce qui cause le plus de problèmes dans un projet? Est-ce que c'est le budget, les délais, les entrepreneurs ou le manque de planification? Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Et vous pouvez écrire dans le chat vos réponses. Oui. Budget, planification. Ouais, parfait. Hmm. L'expérience, intéressant. Donc, les 5 erreurs qu'on va voir ensemble ce soir vont vraiment être liées des 4 propositions que j'ai mis ici. On va voir plus en détail dans les slides qui suivent. Donc, moi, je suis designer intérieur depuis plusieurs années. J'ai travaillé sur des projets résidentiels et commerciaux. Et ce que j'ai bien compris, en fait, c'est que les projets qui réussissent vraiment ne sont pas les plus chers, où on a un budget illimité, où on a un choix de fournisseurs énorme, mais ce sont les plus structurés. Structuré, ça veut dire bien étudié à l'avance. Donc, on va voir aujourd'hui la méthodologie et la méthode de travailler un projet bien réussi de, euh, de A jusqu'à Z, en fait. Donc là, on va voir ensemble les 5 erreurs qui ruinent un projet design intérieur. On va commencer par la première erreur qui est penser que le design intérieur est seulement esthétique. Donc,
C'est ça, la grande erreur en fait. Beaucoup de personnes pensent que le design intérieur consiste simplement à choisir des belles couleurs, du mobilier, un beau canapé, du beau tissu, des beaux tableaux. Mais en réalité, derrière chaque projet réussi, il y a une réflexion sur l'espace. Donc, la circulation, les proportions et les usages, c'est ça qui rend un espace, quand on étudie ces facteurs-là, on aura un projet réussi. Donc, comme j'ai dit, l'illusion Pinterest, quand on commence par s'inspirer sur Pinterest, qui est la banque d'images la plus connue au monde maintenant et surtout dans le domaine de design intérieur. Donc, on voit par exemple, comme cette photo-là que j'ai mis, c'est vraiment des luminaires qui sont très fluides avec la ligne courbe, une suspension on dirait de la matière, de la pierre naturelle suspendue du plafond. Donc, on est ébloui, on est attiré par cette esthétique-là, mais en réalité, derrière tout ça, il y a une étude technique, il y a une étude fonctionnelle, il y a vraiment tous les facteurs à prendre en considération. Donc, le design intérieur, il consiste pas juste à choisir des couleurs, du mobilier ou des accessoires, mais en réalité, un designer commence toujours par comprendre l'espace et son utilisation, bien évidemment. Donc là, on va commencer avec une petite analyse des espaces. Là, j'ai mis un plan. Donc, un plan d'un salon avec un canapé, de fauteuils, des tables d'appoint. Il est ouvert sur un petit balcon, une table basse. Mais là, le petit trajet en rose qu'on voit, c'est vraiment c'est le chemin des habitants qui traversent. Donc, ils traversent le salon, ils perturbent les personnes assises, ils rendent l'espace moins confortable. Donc, dans cet aménagement, si on peut bien analyser, on voit que la circulation est fragmentée. Donc, les occupants doivent contourner à chaque fois le canapé, les fauteuils, la table basse. Ça rend bien évidemment l'espace moins confortable. Donc, ça crée des passages étroits, des trajets inconfortables, une circulation qui coupe la zone du salon. Par contre, si on peut voir une autre option de circulation qui est la turquoise, en fait, elle aide elle longe en fait le mur, elle ne traverse pas la zone du salon, la circulation est claire et directe. On peut même utiliser ce mur pour une peinture, pour du papier peint, pour le mettre en valeur, comme si on a visuellement la pièce, elle est coupée en deux, comme si ça c'est un couloir et là on a la pièce bien cernée. Même l'utilisation en fait du salon est bien protégée par le choix en fait des accès des portes qui changent vraiment le sentiment et le ressenti dans cette pièce. Donc là, on a vu un peu comment le design intérieur, c'est pas juste choisir comment on place les meubles ou quel meuble, quel tissu choisir, quelle couleur, mais bien évidemment, on contrôle vraiment le flux à l'intérieur des espaces. Donc, un bon aménagement ne consiste pas seulement à placer du mobilier, il consiste à organiser le flux de circulation. Donc, c'est au designer d'intérieur de créer le scénario d'usage, comment on vit à l'intérieur de l'espace, pas seulement à travers les couleurs. Bien évidemment, les couleurs ont vraiment un impact très important, mais aussi comment on place les ouvertures, comment on place les meubles et même les fenêtres pour garder un espace bien aménagé. Donc là, comme je viens de dire, donc un designer pense toujours à comment les gens entrent dans la pièce, comment ils circulent, comment ils utilisent l'espace, et c'est ça le point fort en fait, et c'est ça la première mission d'un designer intérieur, c'est pas d'avoir quelque chose de joli, c'est pas de vraiment livrer un projet esthétiquement extraordinaire, mais il faut que ça soit vraiment très bien étudié. Donc, une autre petite question. Selon vous, quelle largeur minimale devrait avoir un passage confortable?
en pouces, en pieds, en centimètres. Vous pouvez répondre avec n'importe quelle unité. 26 pouces. Oui, 80, 90, 1,20 m. 1 mètre. 1 mètre. Parfait. Merci d'avoir répondu. Moi, je vais vous donner tout de suite la réponse. Donc, on a un minimum, un confortable et un maximum. Donc là, le minimum pour qu'une personne passe confortablement, c'est 90 centimètres, donc 36 pouces. Une largeur confortable, c'est entre 1 mètre et 1,20 m, donc 100 ou 120 centimètres. On parle de 40 à 48 pouces. Pour une largeur, pour deux personnes qui se croisent. Là, on parle plutôt dans les projets commerciaux, les cliniques, les espaces où on a vraiment beaucoup de fréquentation. Donc là, on a vraiment 1,50 m qui est 60 pouces, 5 pieds, pour que ça soit bien dans les normes. Donc là, c'est un des normes avec lesquelles on travaille dans le design intérieur. On a des normes, des hauteurs, des tables, des bureaux. Dans la cuisine aussi, on a vraiment des normes qu'on doit respecter pour que l'espace soit confortable et que les habitants y trouvent vraiment qu'ils soient à l'aise en fait dans leurs espaces. Et c'est ce qu'on veut en tant que designer intérieur. Donc, on va passer maintenant à l'erreur 2, qui est ne pas analyser les besoins avant de concevoir. Donc là, tout projet commence par le client. Donc, on est le designer, on n'est pas le client, on ne fait pas les choses comme on veut seulement. Donc là, pour avoir un projet bien cohérent et qu'on satisfait le client, on commence par le mode de vie du client. Après, on étudie leurs besoins. Après, on commence à faire l'organisation de l'espace. Et après, on aboutit à la solution design. Solution design, ça veut dire on livre un projet. Donc là, il faut passer étape par étape pour structurer et pour être sûr qu'on est sur une bonne base et qu'on avance bien sûrement et que à la fin, pardon, on va satisfaire le client. Donc le design intérieur n'est pas décoratif, mais il est stratégique. Donc, le design commence par l'écoute. Beaucoup de gens commencent par chercher des images sur Pinterest ou choisir des couleurs avec leur RAL ou les Pantone. Mais un designer professionnel commence toujours par analyser le mode de vie et les besoins du client. Donc, à travers une bonne rencontre en présentiel, on pose nos questions, on analyse, on essaye de montrer des exemples aux clients pour avoir plus de feedback pour sortir de cette rencontre confiant et de commencer notre processus de recherche avec des informations et des bases, bien sûr. Donc là, par exemple, je vous ai mis quelques questions bon, pour diriger vraiment une bonne discussion. Là, par exemple, en premier lieu, pour un projet résidentiel, ce qu'on doit savoir, c'est combien de personnes y vont y habiter. Est-ce que c'est un couple? Est-ce qu'on parle d'une famille? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce que c'est des personnes âgées? Parce que ça impacte énormément nos choix dans les meubles, dans les couleurs, dans les pièces, les grandeurs, la lumière, les orientations des fenêtres. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ces informations. Le mode de vie, est-ce qu'ils
ils passent trop de temps à la maison? Est-ce qu'ils sont rarement à la maison? Donc là, on parle des matériaux d'entretien, des plantes. Si on va y ajouter des plantes qui demandent d'entretien, donc il faut penser à tout ça. Les priorités, est-ce qu'ils priorisent vraiment le confort ou l'esthétique ou le fonctionnel pratique? Par exemple, si on a une famille avec des enfants qui passent trop de temps à la maison et qu'ils préfèrent le fonctionnel pratique, là, on a vraiment une piste. Là, on sort de l'entrevue avec vraiment une direction pour commencer à analyser le projet et à créer notre concept et l'organisation spatiale. Pour les projets commerciaux, c'est vraiment centré sur la clientèle et l'image de marque. Là, on parle de vraiment une autre paire de manches. Donc, la clientèle, on doit savoir la catégorie d'âge, le centre d'intérêt. Par exemple, l'identité de marque, là, on doit vraiment poser beaucoup de questions pour savoir d'où commencer. Est-ce qu'il y en a déjà une charte graphique ou pas à suivre? L'objectif, pourquoi ils ont fait appel à un designer? Est-ce qu'ils veulent augmenter les ventes ou améliorer la visibilité? Donc vraiment, il faut comprendre c'est quoi vraiment le besoin de notre client. C'est à partir de là qu'on garantit la réussite d'un projet. On commence pas juste à s'inspirer, à voir des photos waouh sur Pinterest et on essaye de vraiment comme si collecter des idées pour, euh, pour juste avoir un beau projet. Non, là, c'est vraiment plus stratégique, c'est plus basé sur une démarche bien claire qui commence par le questionnaire. Donc, on a aussi des questions en deuxième lieu, des styles souhaités, par exemple, si on parle d'un projet résidentiel, une palette de couleurs, les matériaux et textures, les éléments existants à conserver aussi, parce que ça crée une contrainte et on doit les mettre en valeur. Si on parle d'un projet commercial, donc l'ambiance client, les contraintes budgétaires, du style et l'image de l'espace, donc tout ça, ça rentre dans notre premier carnet de bord qui va nous suivre tout au long du processus. C'est des informations très, très importantes à discuter avec le client. Donc, selon vous, quelle est la première question qu'un designer devrait poser à un client? Après tout ce qu'on a vu ensemble, j'ai essayé de vraiment cerner les sujets généraux. Parlez-moi de vous. Oui, Quels, quels sont vos intérêts? c'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce qui le pousse à contacter un designer? Parlez-moi de vous et définissez besoin. Oui, budget, c'est important aussi. Quels sont vos besoins? Le délai aussi, c'est un point très important. C'est quoi ça? Parfait. Qu'est-ce qu'il recherche comme style dans le but d'essayer de comprendre sa vision? Mhm. Oui, il faut toujours creuser pour avoir plus d'informations. Sans attendre par rapport à moi.
Est-ce que c'est à long terme? Oui. Parfait. Moi, je vais vous donner quelques questions. Donc, combien de personnes vivent dans la maison? Travaillez-vous à domicile? Ça, c'est important. Recevez-vous souvent des invités? Quel est votre principal problème dans cet espace? Donc là, on est là pour résoudre les problèmes spatials. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne l'espace, la circulation. C'est vraiment c'est à nous de penser à ça. Donc, un designer doit savoir poser les bonnes questions, il doit creuser, il doit montrer des exemples pour voir la réaction des clients et essayer de vraiment sortir avec beaucoup de réponses, beaucoup d'informations pour pouvoir commencer à travailler sur le projet. Donc là, on a deux exemples, deux solutions. Donc, c'est un projet de salon. Le client A, un couple sans enfants, ils aiment recevoir, ils préfèrent un espace ouvert. Le client B, c'est une famille avec trois enfants, besoin de rangement, espace détente quotidien. Donc là, on a un même espace, mais aménagement complètement différent. Donc là, on va voir des images qui sont très différentes. Par exemple, ici, on a un espace très ouvert avec maximum d'assises où on peut cuisiner, parler, dîner, souper ensemble. On a un salon très ouvert avec un matériau au mur. Quand on a des enfants, on va pas opter beaucoup pour ce type de matériau parce que c'est quand même très, très pas trop lisse, donc ça sera pas très confortable pour les enfants. Mais ici, on a un petit salon là où on favorise vraiment le côté confort, le côté organisation et rangement. Donc, ça convient plus au deuxième client. Donc, ça impacte vraiment nos choix, les directions, les matériaux, les couleurs, les meubles, les tissus qu'on va utiliser. On peut pas avoir la même sélection pour deux clients différents. C'est ce que je veux vraiment, c'est le message que je veux vous faire comprendre. Donc, un projet réussi repose sur analyse du mode de vie, compréhension des priorités, traduction des besoins en aménagement. Donc, un designer ne conçoit pas un espace pour lui-même, il conçoit un espace adapté aux personnes, donc qui vont l'habiter. Donc là, c'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions, c'est pour ça qu'on essaie vraiment à trouver la solution parfaite pour le client. Donc, on va passer à la troisième erreur qui est ignorer les contraintes techniques. Donc, donc là, le design intérieur est aussi technique parce on fournit des plans d'éclairage, d'électricité, de plomberie, d'aménagement, de plafonds réfléchis, de poses, de finis des murs, des finis de revêtement sol. Donc, tout ça se travaille dans la partie technique du projet. On a une partie conceptuelle, là où on choisit vraiment l'idée générale, les inspirations, où on fait des mood boards, on présente aux clients des inspirations pour qu'on se mette d'accord sur la direction artistique, la ligne directrice en fait de tout le projet. Mais après, à certains moments, il faut passer à la partie technique où on doit faire des dessins techniques, des plans bien détaillés pour communiquer avec les corps de métier, les entrepreneurs, afin de rendre ce beau projet concret. Donc, donc, un projet peut sembler esthétique, mais être techniquement mal conçu. Donc, un designer doit vraiment tenir compte des nombreux éléments techniques comme prise électrique, éclairage, circulation, comme on a vu ensemble tout à l'heure, dimension ergonomique surtout. Donc, ces éléments, ils influencent directement le confort et la fonctionnalité d'un espace. Si on prend l'exemple de l'éclairage. Donc, l'éclairage, où placer nos appareils d'éclairage et l'intensité en fait et la température de l'éclairage influencent tellement l'espace, ça rend vraiment, soit ça met en valeur les couleurs et les volumes, soit ça rend l'espace
invivable. Donc, l'éclairage est un point très important à étudier et à prendre en considération tout au long du projet. Donc, la sélection de l'éclairage doit répondre à trois objectifs, pardon: éclairer, mettre en valeur et créer une ambiance adaptée à l'espace. Donc, mis à part l'éclairage, on a aussi un point très important, c'est l'ergonomie. Donc, on a, comme je viens de dire tout à l'heure, quand j'ai posé la question, la largeur en fait du passage. Donc là, on a des chiffres, en fait, des dimensions bien précises pour chaque meuble, surtout dans les cuisines, si on parle des bureaux aussi. Donc, l'ergonomie permet d'adapter l'aménagement aux dimensions et au mouvement du corps humain, donc, afin d'assurer vraiment le confort, la sécurité et la fonctionnalité des espaces. Donc, tout ça, ça, c'est pris en considération par le designer quand il conçoit en fait des espaces, et aussi surtout si on va vraiment opter pour des meubles sur mesure. Là, on doit vraiment bien comprendre comment ça marche. Par exemple, sans réflexion technique, on peut créer des prises inaccessibles derrière les sofas, un éclairage insuffisant, des mobiliers mal positionnés, une circulation inconfortable. Par exemple, là, on n'a pas assez de retrait pour une telle disposition de télé qui est accrochée au mur. On est très proche, donc même les pouces de l'écran TV est vraiment bien calculé par rapport au recul de notre sofa, par rapport entre le sofa en fait et l'écran. Donc tout ça est pris en considération. On le voit pas, mais il y a toujours le designer d'intérieur en arrière-plan qui pense à tous ces détails pour, par exemple, on s'est tous une fois sentis très confortables à l'intérieur d'un espace, un hôtel, un lobby, une chambre d'hôtel, une maison, je sais pas, d'hôte, un espace qu'on a visité. On a senti que tout est calculé par pouce, quand on retrouve toujours, les prix sont à disponibilité, ils sont bien placés. Donc tout ça a été calculé, tout ça a été pris en considération, non pas seulement les textures et les couleurs, mais la fonctionnalité de l'espace. Donc, tout ça, c'est un travail en arrière-plan que le designer insiste à le faire pour réussir son projet. Donc, c'est souvent la partie que l'on ne voit pas, comme je viens de dire, mais c'est celle qui fait toute la différence entre un projet amateur et un projet professionnel. Donc, on va passer à l'erreur 4. On va comment, en fait, choisir les matériaux sans comprendre leurs usages. Donc là, c'est une erreur très fréquente chez les personnes qui ne sont pas formées en design. Elles choisissent souvent un matériau parce qu'il est beau ou tendance, sans vraiment réfléchir à son usage réel. Donc là, dans un projet de design intérieur, les matériaux doivent vraiment être sélectionnés en fonction de l'usage de l'espace, du niveau de trafic, de la facilité de l'entretien, de la durabilité aussi. On doit vraiment adapter le choix des matériaux aux habitants de l'espace en fait. Et ça rentre euh, en prenant en considération aussi de les réponses qu'on a eues tout au long de la première rencontre où on a posé nos questions aux clients. Donc là, un exemple, un canapé en tissu clair dans une maison avec des enfants ou des animaux. Donc là, c'est vraiment, ça se voit que c'est pas un choix très pertinent. Un matériau choisi uniquement pour son esthétique. Peut-être que le client voulait un style plus minimaliste, des lignes épurées, un grand sofa qui est à la fois confortable mais qui prend pas visuellement beaucoup d'espace. Donc, on tend vraiment directement vers les couleurs claires. Mais là, dans ce cas, un designer, il pourrait, par exemple, proposer un tissu résistant aux taches, un tissu lavable ou une couleur plus adaptée à l'usage. Donc là, la couleur blanche ou très claire, ça peut poser des questions avec les taches, si on a des animaux ou des enfants. Donc, c'est un choix qui n'est pas très pertinent.
Un deuxième exemple, comme par exemple le bois naturel peut créer une atmosphère très chaleureuse dans une salle de bain, mais c'est aussi un matériau sensible à l'humidité et aux variations de température. Donc dans ce cas, si on choisit vraiment de travailler avec du bois naturel dans les salles de bain, il y aura toujours des problèmes à long terme. Donc, dans ce cas, un designer peut proposer, par exemple, des céramiques imitation bois, vinyle, haute résistance, porcelaine, effet bois. Donc, avec le temps, cela peut provoquer le bois naturel des déformations, des gonflements, détérioration de la finition. Donc, ça demande beaucoup d'entretien pour des espaces humides comme les salles de bain. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Si le client, il insiste vraiment à avoir du bois naturel, bah, il faut aviser, il faut lui montrer, lui expliquer euh, le matériau en lui-même, euh, comment il va résister, comment il va se comporter tout au long des années. Donc, c'est ça. Donc, dans un projet de design intérieur, l'esthétique est importante. On est bien d'accord. Mais elle ne doit jamais être le seul critère de décision. Donc, le designer doit toujours considérer la durabilité du matériau, son entretien et son adéquation avec l'usage réel de l'espace. On doit toujours penser à la durabilité, à la qualité des matériaux qu'on va choisir. Euh, on n'a pas besoin juste de vraiment aller sur des choix beaux, esthétiquement seulement. Donc, on va aller à la dernière erreur qui est ne pas structurer son projet. Au début, on a mis la planification, le budget, mais là, on va vraiment parler, toucher la partie planification parce que pour moi, c'est plus important. Donc là, le designer amateur ou une personne qui n'est pas formée en design, commence toujours par la décoration, aller faire les magasins pour choisir les coussins ou les tissus des meubles. Mais là, lorsqu'on aménage un espace, il peut être tentant de commencer directement par choisir un canapé qui nous plaît, un tapis, une couleur de peinture. On va se dire, bah, je vais peindre ce mur en brun ou en beige, sans vraiment prendre en considération qu'il y a vraiment toute une étude à faire, qu'il y a vraiment une cohérence à maintenir et à créer dans l'espace et non pas choisir des couleurs, à dispatcher des couleurs comme ça qui n'ont aucune liaison et qui racontent aucune histoire. C'est juste, ça me plaît et je le peins avec cette couleur. Donc là, ça peut créer vraiment, sans la réflexion globale et même à travers une planche d'inspiration, on peut placer nos idées pour voir est-ce que c'est cohérent ou pas, est-ce que les couleurs sont vraiment très en harmonie ou pas, est-ce que on peut même avoir les échantillons des matériaux, on peut préparer des planches de matériaux pour voir est-ce que on est dans la même ligne en fait directrice et non pas aller chercher ce qui nous plaît, ce qui est beau. Donc, ça peut créer en fait une incohérence dans l'espace, problème de circulation bien évidemment, et mobilier mal dimensionné si on travaille pas sur un plan bien coté, si on fait pas un relevé professionnellement bien précis. Donc, ça va nous emmener vers à choisir ou même commander pour nos clients des meubles qui sont mal dimensionnés. Donc, il faut bien être structuré et organisé. Donc, sans plan, sans vraiment prendre en considération le budget, préparer son tableau sur Excel avec tous les montants et voir le budget avant même de commencer à, commander ou à montrer au client. Il faut faire un bon calcul pour rentrer dans le budget. Sans étape aussi, le résultat, ça va être un dépassement de coûts, des décisions impulsives et surtout une incohérence. Donc, la méthode parfaite en fait d'un projet de design, c'est analyse des besoins, premier plan. Donc,
On fait notre rencontre, on analyse nos besoins, c'est quoi nos priorités, sur quoi on va travailler le plus, c'est quoi les points les plus importants, si on a des contraintes, des colonnes, des poutres, un foyer à garder, un problème technique, là, tout doit être noté dans notre système, en fait, un site web où chaque personne, chaque designer, comment il prend ses notes, mais l'analyse des besoins et des contraintes, c'est la partie numéro un qui est à ne pas dépasser, à ne pas rater, en fait. Donc, la deuxième étape, c'est le concept et inspiration. Donc là, on passe vers l'inspiration, on voit des images, on essaye de vraiment créer et de se projeter dans l'espace. Quand on est convaincu, qu'on voit que c'est vraiment ce qu'on a choisi, c'est vraiment pertinent et ça s'adapte clairement au client. Donc là, on met tout sur une planche de mood board ou d'inspiration et on présente au client, on vend l'idée au client. Donc là, quand le client il valide la ligne directrice, comme ça, on peut commencer à vraiment aller de l'avant et commencer à voir les meubles concrets si c'est un projet de sélection de meubles ou à commencer sur les plans techniques, les 3D. Ça dépend en fait du projet, bien évidemment. La troisième en fait, étape, c'est le plan organisation de l'espace. Donc là, on a les mesures, on est plus structuré. Avant, dans la partie concept et inspiration, on rêve, on voit les couleurs, les matériaux, on sent qu'on peut tout faire surtout si on se balade sur Pinterest, ben, on, on ouvre 1000 onglets pour voir où on peut vraiment aller, mais on a toujours un budget qui est là. Euh, donc après cette étape, on passe à quelque chose qui est plus structuré parce qu'on a une réalité, des murs, un plan, des plans techniques, des contraintes qu'on doit suivre et qu'on doit adapter tous nos idées, nos inspirations à ce plan, dans ce plan-là. Donc on doit se projeter dans l'espace avec des mesures sûres, avec des dimensions sûres, pardon, et on le présente au client. Donc suivant cette étape, on attend en fait le choix de matériaux et du mobilier. Donc là, on a la volumétrie, elle est là, la circulation, elle est là, les ouvertures, ils sont là, l'orientation, on pense à l'environnement, comment le soleil il va se lever. Donc cette pièce-là, elle va être sombre, elle va être bien éclairée tout au long de la journée ou pas. C'est vraiment toute une analyse de l'espace qu'on doit faire pour essayer d'optimiser le maximum notre espace. Donc là, on passe à choix de matériaux par rapport au budget, on consulte les fournisseurs, on compare les échantillons avec le reste de la sélection pour avoir vraiment la bonne sélection qui va être très cohérente, qui va respecter le budget et aussi le délai, bien évidemment. Donc, on finit avec la dernière étape qui est la réalisation. Donc, si on a une bonne analyse, un bon concept qui tient, les plans et l'organisation d'espace, elle est là, les choix de matériaux, on les a faits. Donc, là, on passe à la concrétisation, aux travaux et à la livraison de notre projet. Comme ça, si vraiment on garantit le passage et les étapes que je viens de dire, on garantit vraiment un projet bien réussi, bien structuré, organisé et le client sera satisfait. Et c'est ça ce qu'on veut. Donc le design intérieur n'est pas seulement une question de goût, comme on vient de voir, c'est une discipline qui repose sur des connaissances, des méthodes et une démarche bien structurée. Donc aujourd'hui, vous avez découvert une toute petite partie en fait des erreurs et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur un projet de design intérieur. Bien sûr, c'est justement ce que permet une formation d'aménagement en fait intérieur. C'est apprendre à analyser, à concevoir, à structurer un projet de façon plus professionnelle. Donc, on apprend vraiment à comment comprendre un espace, à comment se projeter dans un espace, à réfléchir avant même euh,
avant même de commencer à commander, à s'engager. Donc, faire toute une étude, à choisir et à communiquer avec le client, à vendre nos idées, à faire le client, à rendre, en fait, à aider le client à se projeter à travers nos outils qu'on apprend, bien évidemment, à travers les planches bien faites, à travers nos 3D, à travers nos plans, d'aménagement, qu'on laisse qu'on communique bien avec le client pour leur montrer, ce qu'on veut faire avec leur projet. Donc c'est ça. Donc c'est analyser, concevoir, structurer un projet de façon professionnelle. Donc c'est ça. Le webinaire est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir participé aussi. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a aidé un peu à voir un peu le processus, la méthode de travail et les erreurs, bien sûr, à éviter. Merci Naëd. Peut-être que vous avez des questions pour Oui, Naëd euh, concernant sa présentation ou alors sur le design intérieur. Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre le micro aussi hein, pour parler. Sentez-vous bien à l'aise ou alors le chat. oui. Est-ce que ça vous a été utile? Oui. Oui, moi, ça m'a été utile. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Oui, oui, oui. Super. Donc, est-ce qu'on a Ok, je regarde dans le clavardage si on a en fait des questions. Euh, Merci. Dans la phase des plans, combien de propositions sont soumises en général? Et aussi, ben après, je reviendrai sur le programme d'aménagement. Donc, dans la phase de plan, combien de propositions sont soumises en général, Naëd? En fait, ça dépend. Ça dépend du projet, ça dépend de votre contrat avec le client parce que parfois on prévoit des révisions. Mais aussi ça dépend des travaux qu'on va faire. Si on va toucher au revêtement sol, ben, on doit faire des plans de revêtement sol. Si on va toucher au plafond réfléchi aussi, l'éclairage. Donc, c'est vraiment, ça dépend du client et du projet. Et donc, oui, la deuxième question, c'était pour le programme d'aménagement intérieur au Collège La Salle. Donc, nous, on parle du programme en ligne. Je vais vous répondre pour le programme en ligne. Quel logiciel nous allons apprendre en fait dans le programme en ligne? Bien évidemment, on utilise AutoCAD et on apprend en fait pour le 3D, en conception 3D, on utilise SketchUp. Donc, on parle uniquement ici de la formation en ligne. Donc, la prochaine date pour commencer, donc d'abord, c'est une attestation d'études collégiales. La prochaine rentrée a lieu le 11 mai. Donc, ce sont des sessions de 15 semaines, 4 sessions de 15 semaines. Donc, la prochaine rentrée a lieu le 11 mai. La rentrée suivante aura lieu en septembre, début septembre, et ensuite au mois de janvier. Donc, on a 3 rentrées par an et en ligne, complètement en ligne, hein. Pour ce programme-là, on n'a jamais besoin de retourner sur campus. Il faut compter 16 mois de formation. Ce sont 4 sessions de 15 semaines. La différence entre le programme d'aménagement intérieur et le programme de design intérieur, en fait, c'est le même programme. Il s'appelait design intérieur, on l'a refait, on l'a réévalué. Il s'appelle désormais aménagement intérieur, mais c'est quand même du design intérieur. Donc, c'est la différence. Maintenant, il y a une différence entre le programme qui est offert sur campus au sein du Collège La Salle et le programme en ligne. Le programme sur campus a beaucoup plus d'heures aussi. Nous, notre programme en ligne synchrone asynchrone, c'est-à-dire que vous êtes sur une plateforme d'apprentissage, vous apprenez seul à votre rythme et 3 heures par semaine, vous avez une rencontre avec un tuteur, dont Naëd. Et donc à ce moment-là, la majorité du temps, vous êtes seul, vous apprenez seul, 3 heures par semaine en soirée.
vous êtes avec un tuteur, donc il s'adresse vraiment à des personnes qui sont occupées dans la journée et puis qui veulent étudier à leur rythme. Contrairement à un programme sur campus où là, vous avez un horaire bien établi et vous êtes pour tous les nombres d'heures avec votre enseignant sur campus. Est-ce que nous apprenons aussi du commercial ou seulement du résidentiel, Naëd? Je pense qu'on fait les deux Oui. dans le programme d'aménagement intérieur. Oui. Alors, donc, comment se font les évaluations? Est-ce qu'on travaille sur des projets concrets? Naëd, est-ce que tu veux y aller Oui. ou tu veux que je réponde? Comme tu veux. Oui, je vais répondre. Donc, les évaluations, ça va avec le module de chaque cours. Donc, on essaie d'exercer vraiment ce qu'on a appris dans chaque module. Puis, on a aussi des évaluations où on a tout un projet tout au long des trois travaux pratiques d'une matière, en fait. Donc, on commence par avoir un client virtuel, à vraiment analyser les besoins, à créer des espaces. Donc, et à chaque fois, on travaille sur des rendus différents pour avoir un projet. Et ça vous aide vraiment aussi à garder ce projet pour votre portfolio après, pour commencer à montrer ce que vous avez appris à faire. Merci Naëd. Manon nous demande, est-ce que les sessions peuvent être automne, hiver, printemps et sauter l'été? Oui, on peut sauter l'été. Je reviens juste sur les sessions. Donc, on a la session d'automne qui commence en septembre, la session d'hiver qui commence en janvier et la session d'été qui commence au mois de mai. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui, on peut sauter l'été. On ne le recommande pas, mais on comprend là que l'été, on a envie de faire autre chose. C'est-à-dire que si vous sautez la session d'été, il va falloir une session supplémentaire pour terminer le programme. Et puis aussi, quand on saute une session de 3 mois, si on n'a pas fait de design d'intérieur pendant les 3 mois, c'est difficile de s'y remettre et de reprendre la discipline. Mais oui, c'est tout à fait possible, ça se fait. Donc, c'est-à-dire que on peut faire toute la session de septembre à décembre, de janvier à mai, et puis à partir du mois de mai à septembre, bah, de prendre l'été off et de reprendre à partir de septembre. Mais encore une fois, on ne le recommande pas. Les cours sont sous format vidéo, des lectures, les deux, oui, tout à fait. Il y a des exercices interactifs aussi sur notre plateforme. Il y a des vidéos, il y a des démonstrations, des lectures, des podcasts, les deux. Et puis dans chaque cours, donc le programme d'aménagement d'intérieur est composé de 15 cours au total, donc sur 4 sessions. Et dans chacun des cours, vous avez 3 travaux pratiques à rendre. Donc, sur notre plateforme. Donc ça, il faut le savoir aussi. Béatrice nous demande, est-ce que quelques cours peuvent être crédités si on décide de s'inscrire à distance, mais par la suite de prendre la décision d'être en présentiel? Oui, en fait, vous pouvez commencer à distance. Si par la suite vous souhaitez rejoindre le programme plus long, en fait, sur campus, c'est possible. Donc, c'est une analyse au cas par cas qui se fait. Oui, effectivement. Euh, donc, est-ce qu'il y a des bourses pour ce cours? Il y a en fait l'aide financière et des prêts. D'ailleurs, on a un conseiller à l'aide financière au département des admissions avec lequel vous pouvez prendre rendez-vous, puis qui peut vous aider à regarder en fait quelles sont les possibilités de prêt à des taux préférentiels. Oui, tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Donc, au niveau des logiciels, encore une fois, on utilise AutoCAD et on utilise en fait en conception 3D SketchUp. Et la prochaine cohorte commence en fait le 11 mai. Euh, Pardon, donc Béatrice nous demande combien d'heures en direct, comme un peu ce cours qu'on a eu par semaine. Donc en fait, c'est 3 heures par semaine. Pour une session, il y a 4 cours. Donc, une semaine, vous avez une rencontre avec les tuteurs pour 2 de ces cours. À chaque fois, c'est 1 heure et demie. Donc, ça représente 3 heures
par semaine avec un tuteur. Donc, les lundis et les mercredis, c'est pour les premières sessions et les troisièmes sessions. Et les mardis soirs et jeudis soirs, c'est pour les deuxièmes sessions et quatrièmes sessions. Il faut savoir que les cours ont lieu à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Donc, oui, c'est pour les cours en direct. Et le reste du temps, bah, vous pouvez même avoir accès à vos cours sur votre téléphone mobile. On a l'application de notre plateforme d'apprentissage en ligne que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Quoique pour lire le contenu sur un téléphone, bah, ça se fait, hein. Il y en a beaucoup qui le font aussi. Donc, vous pouvez étudier n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, je suis intéressée. Est-ce que je vais recevoir un mail? Oui, tout à fait. Après le webinaire, vous allez recevoir un mail, bah, déjà vous remerciant. Et puis, si vous êtes intéressé, en fait, vous pourrez répondre à ce mail. Et puis, de toute façon, on sera en contact avec vous. Il y a aussi, en fait, la possibilité sur le site du Collège La Salle. J'ai perdu mon écran, pardon, je reviens sur mon écran, de faire une demande aussi d'admission en ligne. Donc, c'est collègelasalle.com. Je le remets dans le chat, hein, au cas où. Ensuite, Alexis nous demande, pardon, quel est le taux de réussite et ensuite le taux d'étudiants gradués qui œuvrent dans le domaine. Donc, le taux de réussite, en fait, bah, pour ceux qui ne s'interrompent pas et qui terminent, en fait, le programme, il faut compter environ entre 65 et 70%. Souvent, il y a des personnes qui s'interrompent. Donc après, c'est difficile de reprendre. Donc ça demande une discipline quand même. Mais au niveau de la réussite des cours, on est à plus de 80% de réussite, 85% de réussite pour chaque cours en aménagement d'intérieur. Pardon, puis je pense que j'ai raté une question. Le taux d'étudiants gradués qui œuvrent dans le domaine. Bah, en fait, assez élevé parce qu'en aménagement intérieur, ce qu'on a remarqué, c'est que une grande majorité de diplômés décident de s'installer à leur compte et d'avoir leur propre projet et de se lancer en tant que, oui, de se lancer à leur compte. Donc, en fait, ils se font connaître et commencent à avoir des contrats. Et souvent, c'est vraiment à leur compte plutôt que d'intégrer une firme. Il y en a qui le font, mais la grande majorité travaille vraiment pour eux-mêmes. Ou alors décident de s'associer entre étudiants pour travailler ensemble. Un diplômé peut être très fort en 3D et l'autre peut être très fort dans un autre domaine, en dessin technique. Donc, souvent, ils vont travailler ensemble aussi. Euh, donc là, pour les cours en direct, si nous avons un empêchement, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir l'enregistrement du cours? Oui, les cours sont enregistrés. Donc, vous pouvez aller les regarder à n'importe quel moment. Oui, oui, tous les cours sont enregistrés. Mais c'est vrai on est tenu aussi, il y a des règlements. Donc, le programme mène à une attestation d'études collégiales reconnue par le ministère. Donc, il y a des règlements à suivre aussi. La présence en cours est vraiment requise aussi. Mais on comprend tout à fait qu'il y a des empêchements, hein. Donc, est-ce que certains de vos étudiants commencent en tant que designer tous en suivant le cours? Oui. Bah, peut-être que tu en as, Naëd, en fait, dans les Oui, cours. Oui, oui, j'aime oui, même oui. le designer graphique aussi. Ah, oui. Oui. Donc, oui, oui, tout à fait. C'est vraiment possible. Euh, pour ceux qui on a fermé leur programme sur campus, ok, je suis pas sûre, pardon, de comprendre, Yves. C'est-à-dire que vous étiez inscrit à un programme sur campus qui a fermé. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire
Quels sont les... Ok. Donc, si par hasard, en fait, le cours sur campus a fermé, ce qui pourrait être le cas en été, parce que souvent les personnes veulent avoir l'été off. Nous, on sait qu'en été, on va avoir un cours en ligne. Donc, oui, c'est une option de s'inscrire à la formation en ligne à partir de l'été, si toutefois votre programme sur campus a fermé. À savoir que ça n'est pas le même type de... euh, en fait, c'est le même programme, mais version condensée en ligne. On donne la base alors que le programme sur campus est beaucoup plus long. Euh, alors, pardon, pour ceux... ok. Quelles sont les heures de cours pour le lundi et mercredi? C'est toujours de 18h30 à 20h. Mais on a aussi des cohortes de 20h15 à 21h45. Mais on essaye le plus possible de mettre les cours de 18h30 à 20h. C'est toujours de 18h30 à 20h le lundi et le mercredi pour les sessions 1 et les sessions 3. Et de 18h30 à 20h, et c'est toujours le même horaire, le mardi et le jeudi pour les sessions 2 et 4. Quelquefois, parce qu'en fait, les tuteurs qui sont là, qui sont tous des professionnels de l'industrie, donnent déjà des cours de 18h30 à 20h. Donc, on a le programme d'aménagement d'intérieur est très populaire. Donc, il se pourrait qu'il y ait aussi des cours à 20h15, de 20h15 à 21h45, mais on essaye le plus possible de les mettre de 18h30 à 20h. Oui, c'est ça. C'est possible de commencer en mai? Oui, tout à fait. La prochaine rentrée a lieu le 11 mai prochain et donc ça arrive vite. On est déjà le 17 mars. Donc si vous êtes intéressé, oui, vous pouvez aller sur le site du collège, mais de toute façon, vous allez recevoir un mail de notre part. Face à la compétition, est-ce qu'un gradué qui termine est pleinement équipé selon vous? Savoir combien charger pour ses services, par exemple? Oui, bah là, il y a un cours de... euh, vous avez la pratique professionnelle, mais est-ce qu'un gradué est pleinement équipé selon vous? Vous avez la base. Lorsque vous prenez le programme en soirée, en fait en soirée, ce que j'appelle en soirée, c'est en ligne parce que nos cours ont lieu de 18h30 à 20h, vous avez la base. Vous avez ce qu'il faut pour vous lancer dans le domaine. Par contre, comme tout, c'est sûr que par la suite, il faut toujours se tenir à jour, il faut toujours, peut-être qu'il y a un domaine en particulier qui va plus vous intéresser, et là, ça va être de vous spécialiser. Vous pouvez, bah, je sais pas, moi, je pense à être cuisiniste, par exemple, si vous voulez vous spécialiser. Vous avez la base, vous avez ce qu'il faut, mais c'est sûr qu'il faut toujours après pouvoir se mettre à jour. Euh, euh, Savoir combien charger pour ces services, par exemple, Naëd, au niveau des cours, je ne sais pas quel cours, dans Oui, quel cours on reçoit mobilier ça. et accessoires. Oui. Ah oui, il y a plusieurs cours en fait dans lesquels vous allez le voir. Combien le programme coûte en fait? Le programme pour une session pour un programme de 4 sessions, euh, pardon, 4 sessions, donc de 16 mois avec l'aide financière, il faut compter environ 9 500 $ sur une session de 16 mois. Attention, parce que c'est divisé sur des versements par session. Donc, en fait, ça n'est pas en une seule shot, c'est divisé en fait par 2 versements par session. Et encore une fois, si vous êtes éligible à l'aide financière, on a un conseiller à l'aide financière au département des admissions qui peut vous orienter. Euh, Est-ce que vous abordez des notions d'éco-responsabilité? Oui, tout à fait. Naël, je te laisse Oui, répondre. oui, en fait, on a par exemple des matières où on peut étudier les matériaux éco-responsables, les notions aussi, tout ce qui est euh, durable. Donc, c'est des sujets qu'on aborde dans plusieurs cours.
Mais c'est un must maintenant. Donc, Ouais. c'est vraiment indispensable. Oui, ça fait partie, en fait, de nos cours. Y a-t-il des cours de spécialité offerts ensuite? On est en train d'en développer des cours, des micro-cours qui seront disponibles sur notre plateforme. On est toujours en développement, en fait, et il va y avoir des cours qui vont être disponibles par la suite sur notre plateforme, toujours en ligne, oui, à un nombre d'heures différents. Mais oui, il va y avoir des cours de spécialité par la suite qui vont être disponibles. Pour les débouchés professionnels, croyez-vous qu'avec une AEC à distance comme ce cours, si c'est autant respecté qu'un DEC, si on veut faire partie d'une firme? En fait, moi, je verrais ça comme différemment. C'est votre portfolio qui va vous vendre. Ce que vous êtes capable de faire beaucoup plus que, bah, c'est sûr que c'est bien d'avoir une attestation d'études collégiales ou alors un DEC. Attention parce que le DEC, il y a des matières générales, l'AEC n'a pas les matières générales, mais l'employeur, ce qu'il veut voir, c'est ce que vous êtes capable de faire. Donc, dans tous les cas de figure, c'est le portfolio qui va vous vendre. Et nous, en quatrième session, on a dans notre nouveau programme d'aménagement un cours axé uniquement, puis qui s'appelle portfolio. Donc, vous allez apprendre à faire votre portfolio, comment le présenter, votre portfolio, comment vous vendre avec votre portfolio. C'est vraiment le portfolio. Oui, ça va être l'AEC, mais l'AEC sur papier va pas montrer ce que vous êtes capable de faire. C'est votre portfolio, vraiment. Donc, est-ce qu'une personne qui fait l'événementiel peut prendre ce cours et ça peut être bénéfique? Bah, dans l'événementiel, on avait en fait, j'ouvre une parenthèse, un webinaire en même temps sur la planification d'événements. Je ne sais pas si c'est le domaine qui vous intéresse. Il peut y avoir des cours en design d'intérieur qui peuvent être je suis en train de réfléchir, oui, pour l'aménagement de l'espace, peut-être, Naed, help. Ouais, ouais, pour aménager un événement. Bah, si Oui, je comprends bien votre question, en fait, oui et non. Bon, on a des notions qui sont communes de comment on étudie l'espace, l'aménagement, tout ça, mais là, on est plus dans l'aménagement intérieur, on est plus sur des espaces durables. L'événementiel, c'est vraiment une autre spécialité. ouais, ouais, c'est vrai aussi. Ça peut être un complément, je dirais peut-être un cours ou deux, mais oui. Béatrice nous demande, avons-nous un stage à la fin de notre cours? Non, il n'y a pas de stage. Nous, on marche avec des projets. Les projets et encore une fois le portfolio. Donc en ligne, nous, on a fait le choix du portfolio. C'est vraiment, vraiment le portfolio. Oui, vous allez travailler sur des projets. Ce ne sont pas des stages, mais c'est vraiment le portfolio. Euh, Allez-y, hein, n'hésitez pas, vous pouvez prendre le micro aussi, hein. Ça nous fera plaisir de répondre. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres. N'hésitez pas. Combien de profs sont-ils au programme? En fait, ce sont des tuteurs. Les tuteurs sont des professionnels de l'industrie, donc ils sont tous designers d'intérieur ou alors architectes. Et je dirais qu'ils sont à peu près une dizaine, 10, 12. Donc comme Naed, qui est designer d'intérieur, donc ils sont tous soit designers d'intérieur, soit architectes dans le programme. Ouais. Les questions étaient très pertinentes ainsi que les réponses Mon assez. micro. Oui, allez-y. Euh, En fait, qu'est-ce que vous me diriez là, à moi qui est comme un peu, tu sais, que ça me fait peur, là, AutoCAD puis SketchUp, parce que j'ai l'impression que ça fait 102 ans que j'étais allée à l'école et tout, puis là, c'est ça. Est-ce que je me fais des peurs? Est-ce que ça va? Alors, je peux vous dire que tout le monde a une angoisse quand on commence dans ce programme-là. C'est pour ça que, en fait, ce qu'on demande à tout le monde en première session, quand on se lance dans un programme en ligne, ok, quel que soit le programme en ligne, c'est d'être vraiment
d'avoir l'habitude d'utiliser un ordinateur. Maintenant, une fois que vous avez l'habitude d'utiliser un ordinateur, bah, les cours de première session, ils s'adressent à des personnes qui ne connaissent pas le domaine. Donc, et c'est toujours avec une appréhension, surtout comme des gros logiciels comme AutoCAD, on se dit, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais réussir? Mais non, réussi. Oui, 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 tout à fait. Et puis, je voudrais aussi mentionner qu'on donne des ateliers supplémentaires, c'est-à-dire que il y a quand même pas mal de cours sur AutoCAD. SketchUp intervient en troisième session, hein, mais il y a des cours sur AutoCAD et dès lors que des étudiants se disent euh, un petit peu perdus, ce qui peut arriver, hein. Donc, ils viennent vers nous et nous, on organise des séances supplémentaires qui font partie de la formation, qui sont gratuites, hein. Ou alors des séances comme des office hours, des séances où ils peuvent se présenter et poser toutes leurs questions. Donc, on demande à un tuteur de donner des séances supplémentaires et d'être aussi disponible sur appel pour répondre aux questions, vraiment pour assurer un bon encadrement. Mais ce programme-là ne s'adresse pas, en fait, en première session, il ne s'adresse pas à des gens qui sont déjà designers. Il s'adresse à des personnes qui vont commencer. Donc, il ne faut pas avoir peur des gros logiciels. Il y a quand même un accompagnement qui est là, oui, oui, qui est fait. Puis, il y a le contenu de cours et les ateliers supplémentaires. Et puis, il y a un accompagnement qui est fait. Ouais, vous inquiétez pas. Mais ça, c'est une question qui revient régulièrement. Ouais. Et puis, SketchUp arrive en troisième session, hein, pas en première session, il arrive en troisième session. Ah, donc on se voit en mai. Qui est Béatrice? Est-ce que c'est Béatrice? Béatrice a posé plein de questions. Alors peut-être qu'on se verra en mai, effectivement. Alors pour ceux qui commencent en mai, sachez que vous allez recevoir une invitation pour une pré-rentrée. La rentrée a lieu le 11 mai, mais il y a une pré-rentrée la semaine d'avant avec notre coordonnatrice étudiante. Donc vous allez recevoir une invitation dans à peu près 2 semaines. Donc, vous inquiétez pas. Que diriez-vous à quelqu'un qui pense ne pas être créatif? Oh, oh, bonne question. Ne vous inquiétez pas. Pardon, Naët, tu veux y aller? Oui. Ouais. En prenant le cours, en fait, vous allez peut-être découvrir l'aspect créatif dans, parce que vous allez explorer beaucoup des outils, on va parler beaucoup de sujets créatifs, on va rentrer dans les détails, vous allez dessiner avec vos mains, donc ça ouvre vraiment la partie en fait créative dans chaque personne en nous. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez déjà pris le temps de participer aujourd'hui, donc il y a quelque chose en toi qui est créatif, mais à découvrir. C'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, quoi d'autre? N'hésitez pas s'il y a des doutes. Est-ce qu'il faut savoir dessiner? Pas Ben non plus. vraiment. Non, vas-y, Naët, je te laisse répondre. Pas vraiment en fait, mais il y aura des séances, des cours où vous allez apprendre à dessiner des croquis parce que ça va être bénéfique après. C'est juste, faut pas, on n'a pas besoin de quelqu'un qui soit vraiment professionnel en dessin ou qui dessine vraiment des dessins réalistiques parce que maintenant on a tendance à aller vers tout ce qui est 3D et des rendus pour nos clients, mais quand même on vous aide à savoir d'avoir les bases en fait du dessin, de dessiner quelque chose rapidement, un croquis, un sketch qui va vous aider après tout au long de votre parcours en fait. Mais vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. Mhm. Donc, soyez rassurés. Donc, à ceux qui s'en vont, comme Alexis et Béatrice, oui, on vous souhaite vraiment une bonne soirée, à vous aussi. Mais les autres, si vous avez des questions, comme on est là, hein, Soirée. profitez-en, hein. Prenez le micro.
Il n'y a plus de questions? Non? Vous pouvez prendre le micro ou écrire dans le chat, ça nous fera plaisir. Je pense qu'on a répondu. Qu'est-ce qu'on n'a pas couvert? J'essaie de réfléchir, mais je pense qu'on a vraiment tout couvert jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci Elodie. Bonne soirée. Alors, quoi d'autre? Sachez aussi qu'on va recommencer avec des webinaires à la session d'été, hein. Donc, il va falloir attendre plusieurs mois pour le prochain. Donc, pas d'autres questions? Je suis en train aussi de chercher les dates de nos prochaines portes ouvertes parce qu'avant la rentrée du mois de mai, on va avoir également des portes ouvertes. Si jamais vous êtes à Montréal et que vous voulez venir nous voir, ça va être le samedi 18 avril. On va être sur campus, même pour le programme en ligne. Donc, vous recevrez certainement aussi une invitation. Pas d'autres questions? Non? Bon, c'est très calme. Personne ne veut prendre le micro. Alors, écoutez, on vous remercie, vraiment un grand merci à vous d'avoir participé à notre webinaire. Et puis, merci Naëd de Avec plaisir. l'avoir présenté. C'était vraiment intéressant. Moi aussi, j'ai appris plein de choses. Et à toutes et à tous, ben, on vous souhaite une belle soirée, puis peut-être au plaisir de vous revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, merci. Au revoir tout le monde. Merci. Merci Eric, à bientôt. On va fermer l'événement. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Oui, Soirée. merci. Sûr qu'il n'y a pas d'autres questions? Non? Parfait. Merci. Donc, je vais cliquer sur fin de l'événement. Merci tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.